Christian Lebart, professeur de sciences politiques, que je connais aussi depuis très très longtemps. Plus de 30 ans, ça ne me rajeunit pas, parce qu'il a été mon tuteur universitaire, en fait, hein, pour tout vous dire. Donc, voilà, donc il me poursuit, en fait. Voilà, donc... et donc j'ai plaisir évidemment à retrouver à chaque fois qu'on le peut, qui est déjà venu il y a quelques années. Alors c'était la crise des Gilets jaunes à l'époque, hein, quand la dernière fois, la dernière AG, où tu étais venu, et voilà, donc c'était la crise des Gilets jaunes, là c'est plus la crise gouvernementale. Donc je ne sais pas si on le fait venir à chaque fois il y a une crise, je ne l'espère pas, mais toujours est-il que voilà, c'est un fidèle de la RIC, et il y a d'ailleurs, vous pourrez lire hein, je sais que tu as écrit hein, sur les Gilets jaunes, un ouvrage. Mais aujourd'hui, c'est plutôt sur la politique et l'engagement politique hein, que nous t'avons sollicité, sachant que tu as aussi écrit un ouvrage récent l'année dernière sur le sujet. Donc on va à nouveau reprendre de la hauteur, si on peut, hein, par rapport à notre sujet de l'engagement. Donc merci en tout cas à tous les témoins, qui soient sur la scène ou dans le public, hein, parce que je pense que ça va nourrir aussi peut-être, ou interpeller, hein, la réflexion sociologique, universitaire hein, du sujet sur l'engagement. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci. Merci Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré, très heureux d'être avec vous ce matin. On ne se connaît pas personnellement, mais je parle beaucoup de vous aux étudiants de Sciences Po, effectivement. Je fais beaucoup de cours sur le métier politique, alors il ne faut pas dire métier, sur les fonctions politiques et sur les mandats. Et c'est forcément toujours très précieux pour nous autres d'avoir la chance d'être en contact avec des élus. Et bon, j'ai travaillé sur la santé des élus il n'y a pas très longtemps, avec Didier Demazière. Voilà, j'étais dans cette équipe-là. Les échanges de tout à l'heure m'ont absolument passionné dans la table ronde, parce que j'ai travaillé il y a longtemps sur l'hérédité des fonctions municipales. Et bon, c'était à une époque où c'était l'hérédité père-fils. Donc aujourd'hui, l'hérédité père-fille, c'est vraiment très intéressant à observer. Et il y a peu de travaux là-dessus. Bon, voilà. Donc, alors, le temps nous est un petit peu limité, puis vous avez tous faim, j'imagine, et soif. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel, autour d'une question que je formule un peu brutalement. Hein, le métier d'élu local est-il devenu impossible, ou est-il devenu beaucoup plus problématique que par le passé? Donc, je voudrais essayer de réfléchir en parlant de votre place, donc, à une espèce de double sentiment d'abandon que peuvent éprouver certains élus. Par l'État d'un côté, par les citoyens de l'autre. Alors, dire ça, c'est d'abord renvoyer à une crise d'institution en général, une crise des figures d'autorité qui n'épargne pas les maires. C'est aussi renvoyer à une histoire longue dont les maires ont souvent été les héros, presque dans tous les sens du terme. Je veux dire par là que la République, elle a consacré quand même la figure du maire en lui donnant juridiquement et symboliquement une double légitimité démocratique et en tant qu'agent de l'État. Et ça, c'était une ressource absolument considérable pour ceux qu'on appelait les notables, hein, pour le meilleur ou pour le pire pouvant être, par exemple, l'absence de consultation des citoyens, le fait de décider entre soi, etc. Bon, voilà, donc on part de très loin en termes de remise en cause des élus, mais en très peu de temps, il s'est passé beaucoup de choses très brutales, de telle sorte que les élus ont souvent le sentiment aujourd'hui d'être doublement ignorés par un État lointain, des gouvernements. Alors la discussion sur le cumul est évidemment très passionnante, hein, une Assemblée nationale où, beaucoup moins territorialisé que par le passé, un Sénat lui-même paradoxalement moins territorialisé que par le passé du fait de l'interdiction du cumul des mandats, voilà, un État paperassier, etc., qui vous demande beaucoup au quotidien, parfois le sentiment que les relais, les médiations se sont un peu cassées, et puis dans l'autre sens, des citoyens qui sont devenus de plus en plus individualistes, de plus en plus casse-pieds, de plus en plus enfermés dans des attentes très égoïstes, etc. Bon, où est l'espace public dans tout ça? Où sont les citoyens? Bon. Donc, voilà, ça pose une belle question politique, hein, qui est comment est-ce qu'on peut réenchanter le rôle? Ou est-ce qu'on parviendra à réenchanter le rôle? Alors, la science politique,
elle avait un modèle qui n'était pas sans intérêt, hein, qui consistait à dire que les fonctions d'élus, elles étaient rétributrices. Voilà. Alors, pas rétributrices au sens financier du terme, je n'ouvre pas ce débat, bien sûr. Hein. On sait bien qu'on est sur le quasi-bénévolat, enfin, etc. Mais rétributrices au sens où, voilà, le rôle de maire a longtemps été perçu comme épanouissant. Hein. Et l'exigence d'épanouissement, elle est très très forte dans nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'est plus sur un modèle sacrificiel, je deviens l'élu ou je fais quelque chose parce que, n'est-ce pas, il faut... Non, non, non. Ou si sacrifice il est source d'épanouissement selon un modèle qu'on connaît bien, très catholique. Hein. Voilà, je me sacrifie pour les autres et j'en retire en retour beaucoup de sentiment de réussir ma vie, de faire quelque chose qui a du sens dans ma vie, etc. Donc toute la sociologie des professions, par exemple, est beaucoup travaillée par l'idée de s'intéresser à la reconnaissance, hein, qui est devenue vraiment une catégorie très centrale dans nos sociétés. Et cette catégorie, elle a sens aussi pour les élus qui ont besoin d'être reconnus et qui ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Voilà, et donner du sens à ce qu'ils font, c'est être en prise avec le réel, c'est pouvoir avoir la satisfaction de faire des trucs qui concrètement rendent service aux habitants. Donc voilà, le sentiment d'un travail utile. Et toute cette équation autour, le maire, c'est le terrain, c'est le territoire, c'est le terroir, c'est le solide, hein, versus des fonctions politiques un peu plus rhétoriques ou un peu plus abstraites. Hein. Très souvent entendu le discours, je suis beaucoup plus épanoui dans mon rôle de maire que dans mon rôle de parlementaire, pour ceux qui, génération passée, faisaient les deux en même temps. Voilà, c'est quelque chose qui imprègne très fortement l'imaginaire municipal. Alors, voilà, je vais organiser mon propos autour de quelques idées, voilà, dont j'espère qu'elles formeront un plan à peu près cohérent, mais c'est pas très grave si c'est pas le cas. Deux raisons pour lesquelles le rôle est peut-être moins évident, moins attractif que par le passé. Donc là, je vais plutôt dire des choses qui vont vous faire plaisir, et puis dans le deuxième temps, je vais dire des choses qui vous feront peut-être moins plaisir, mais j'aurai peut-être pas le temps, vous m'aurez arrêté avant. Alors, d'abord, une thématique qu'on a... Une des raisons pour lesquelles le rôle est devenu très difficile, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, c'est vraiment la question de la commune, quoi. C'est-à-dire, est-ce que s'investir dans les choses de la cité aujourd'hui, c'est forcément s'investir à l'échelle communale? Je vais défendre une thèse un peu classique, mais qui consiste à dire que nous vivons dans des sociétés moins territorialisées que par le passé. Et alors moi je le vois très bien avec des étudiants de Sciences Po qui sont très engagés, très militants, très passionnés par des tas de débats, évidemment, sur la domination masculine, sur l'environnement, sur des causes planétaires, mondiales, etc. Et évidemment, ils ont raison, parce que penser local, penser global, agir local, et qui en même temps, mais ils sont un peu la caricature de ce que je suis en train de décrire, mais qui en même temps ont des pratiques sociales dont les ancrages territoriaux sont très incertains parce que réseaux sociaux, parce que voilà. Et alors bon, c'est lié à l'âge évidemment. La question c'est à partir de quel âge la commune parle-t-elle comme lieu d'investissement? Voilà, donc c'est l'âge à partir duquel on devient stable géographiquement, l'âge à partir duquel on commence à avoir des enfants, à être usagers des services publics locaux, etc. Et voilà, les historiens nous disent qu'au XIXe siècle, la commune, c'est l'horizon indépassable de toutes les pratiques sociales. On est dans des sociétés de voisinage, donc quand la Troisième République construit la figure du maire, eh bien, voilà, on est sur un territoire d'évidence. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc la question, alors les fusions de communes, etc., l'intercommunalité, bon, ça crée quand même des inscriptions territoriales extrêmement complexes, et puis surtout qui ne parlent pas à tout le monde. Moi, je suis très frappé. Ayant pas mal travaillé sur les journaux municipaux, par exemple, les journaux municipaux me donnent souvent l'impression de s'adresser aux familles. Hein.
s'adresser aux familles, c'est-à-dire aux individus en tant qu'ils sont inscrits dans un contexte familial, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire le babillon, etc. On a beaucoup moins, voilà, on a l'impression quand même qu'il y a tout un imaginaire communal qui est maintenant, qui est typé, qui ne parle pas forcément à tout le monde, indépendamment bien sûr de la question des mobilités géographiques. Hein, voilà. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que les élites sociales sont de plus en plus mobiles géographiquement. Donc les gens qui disent que les élus locaux c'est forcément la classe dominante, etc., c'est pas vrai du tout. Hein. Les élites sociales les plus riches et les plus diplômés sont des gens qui sont de très mauvais citoyens locaux parce qu'ils bougent beaucoup. Hein, et la citoyenneté locale, elle est beaucoup plus une citoyenneté de classe moyenne, moins travaillée par la mobilité géographique. Donc voilà. Que devient notre commune ma commune dans un contexte de mondialisation économique, etc. Alors la question ne se pose pas tout à fait de la même façon dans les métropoles, dans les territoires plus ruraux, etc. Deuxième difficulté que je voudrais évoquer, c'est la fameuse question de l'ingratitude des citoyens. Hein, bon. Pendant très longtemps, effectivement, les maires étaient les chouchous des Français. Il y avait plein d'enquêtes qui montraient ça très bien. Alors même que, et depuis longtemps, les Français étaient assez critiques à l'égard de la classe politique nationale. Donc il y avait les bons élus, les élus de proximité, et puis ceux dont on se méfiait un petit peu, qui étaient les élus nationaux. Paradoxalement, à une époque où c'était les mêmes. Hein, enfin, c'était les mêmes. Disons que le cumul des mandats faisait qu'ils pouvaient être l'un et l'autre. Aujourd'hui, qu'il y a découplage entre les deux fonctions, parce que les élus locaux, en tout cas les exécutifs, ne sont plus parlementaires et réciproquement, eh bien, paradoxalement, il y a une impopularité qui touche la classe politique dans son ensemble, et c'est ça qui est nouveau, qui rejaillit sur vous. Et c'est ça qui, me passionne, m'inquiète aussi accessoirement, mais me passionne, voilà, c'est comment est-ce que les élus locaux qui ont, ça c'est peut-être moins gentil pour vous, mais quand même pendant très longtemps construit leur légitimité sur la distance au national, en disant nous on fait du concret, nous on fait du terrain, nous on est proche des gens, etc., on n'est pas comme eux à Paris, etc. Hein. Donc c'était un petit peu de bonne guerre, parfois très schizophrénique pour les cumulants, mais bon, ça, peu importe. Bon, disons que c'était de bonne guerre, hein. On essayait de sauver sa peau dans un contexte de discrédit de la classe politique nationale, et comment cette vague-là s'est retournée contre vous, c'est-à-dire vous êtes maintenant pris dans la tourmente de dénonciation de la classe politique d'une façon générale. Et ça, travaillant sur le populisme, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je suis absolument effrayé par, et y compris auprès des étudiants, hein, l'obsession de l'argent politique. Hein. Alors c'est vrai que ça a longtemps été un sujet tabou. On parlait de Didier de Mazières, il était un des premiers avec Rémi Le Saoud à dire on va travailler sur l'argent des élus, et c'est vrai qu'ils ont raison, c'est une question qui est très intéressante. Il y a de la corruption chez certains élus, il y a du cumul d'indemnités qui mérite examen. On peut aussi poser froidement la question intercommunalité, développement des indemnités, etc. Ok, mais rien ne justifie, enfin, de dire... moi, ça m'arrive des fois de faire des interventions sur les élus devant des publics qui ne sont pas des publics. Première question, combien ils gagnent? Voilà, combien ils gagnent. Donc voilà, bon, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Donc des formes d'interpellation complètement délirantes eu égard voilà, ce qu'est la réalité des indemnités. Donc ça, c'est un premier indicateur qui m'inquiète beaucoup. On a parlé des Gilets jaunes tout à l'heure, au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Bon, c'est un mouvement qui pouvait avoir ma sympathie à bien des égards pour dire les choses, mais la place réservée aux élus locaux m'a un peu effrayé. C'est-à-dire ils étaient soit complètement ignorés, il y avait Macron, Manu, puis vraiment personne d'autre, quoi, hein. Soit avec les députés, la République En Marche, qui étaient des médiateurs, c'est-à-dire des gens avec qui qu'on allait interpeller pour qu'ils fassent remonter, hein, c'est Louis XV, hein, on fait remonter à Versailles les suppliques, hein, bon, les gays de doléances, voilà, et dans ce paysage-là, les élus locaux étaient complètement mis de côté, des élus locaux qui me racontaient, on nous demande de faire un grand débat, on nous demande
d'ouvrir une salle, etc. Tout le monde vient s'exprimer, le seul qui n'a pas le droit de parler, c'est l'élu du suffrage universel. Bon. Donc, deuxième indicateur un peu inquiétant, et puis il y en a un troisième que nous connaissons tous, qui est encore plus tragique, qui est la question des agressions contre les élus. Bon, alors, oui, l'AMF joue son rôle, le législateur est intervenu. Avec les collègues, on n'est pas toujours d'accord quand on discute de ces questions. Certains disent que les élus en font un peu beaucoup parfois, etc. Enfin, il y a incontestablement quand même un changement de climat, puis il y a quand même des affaires absolument tragiques qu'on ne peut pas ignorer. Bon, donc rumeurs de démission, menaces de démission, la question est posée des vocations pour la prochaine élection municipale. Alors on nous fait un petit peu le coup à chaque fois quand même, hein. Il y aura personne, si ça continue comme ça, il n'y aura plus personne, etc. Bon, faut pas exagérer, hein. Quand on travaille sur le nombre de listes, etc., on se rend compte que, si, on trouve quand même... Mais pour les raisons qui ont été dites tout à l'heure, le rôle reste quand même épanouissant à certains égards, même s'il est probablement beaucoup moins que par le passé, parce que la reconnaissance des citoyens n'est plus du même ordre. Donc moi, je diagnostique quelque chose qui pourrait être ce que Pierre Rosan-Vallon appelle un populisme d'ambiance, c'est-à-dire une espèce de méfiance de principe à l'égard de la classe politique, souvent sur fond de méconnaissance de la réalité des rôles politiques. On mélange un petit peu de tout, le millefeuille n'y aide pas, mais enfin... Très franchement, c'est quand même très démago, hein, la critique du millefeuille. Il suffit, pour toute personne qui veut faire preuve de bon sens est capable de faire la différence entre une région et une structure intercommunale. Il ne faut pas exagérer, hein, même si, bon, c'est vrai que la carte administrative ne nous y aide pas toujours complètement. Bon, donc il y a incontestablement un populisme ordinaire, un populisme ambiant, très hostile à la classe politique, au système politique en général, et y compris aux élus locaux, qui valorise tout ce qui n'est pas vu, hein, qui valorise ce qui serait le réel, ce qui serait la société civile, ce qui serait les associations, les entreprises, les vrais gens, hein, par opposition donc à la classe politique, et qui dévalorise tout l'appareillage institutionnel, public en particulier, bien sûr. Alors, c'est ça que moi j'ai appelé la politique à l'envers, c'est une espèce de renversement, hein, puisque notre culture républicaine classique, elle valorisait tout ce qui était... les élus, c'était des gens qui étaient au-dessus des citoyens. Hein, voilà, une conception très verticale de la représentation, les élus au-dessus et les citoyens en dessous. Hein, et on assiste vraiment depuis une décennie en gros, hein, à un renversement, c'est-à-dire il y a une sacralisation de la société civile, hein, et une désacralisation des élus, voire une dénonciation systématique. Donc on valorise l'amateurisme, l'apolitisme, le non-partisan, l'extra-institutionnel, le monde du travail, éventuellement même la violence colérique des foules, hein, voilà, puisqu'elle est sincère, elle est authentique, hein, versus tout ce qui est l'ordre institutionnel. Quand je dis ordre, c'est pas au sens d'ordre policier, c'est au sens des institutions qui configurent la vie sociale et qui ont une fonction de régulation, de redistribution, etc. Alors à partir de là, la question c'est comment les élus réagissent, s'adaptent et développent des stratégies un peu en réponse à cette crise qui menace d'un peu tous nous emporter, hein. C'est-à-dire comment en contexte populiste les élus développent des stratégies qui sont à la fois des stratégies pour répondre à l'ère du temps et pour aussi défendre leur position, bien sûr. Donc c'est l'hypothèse du profil bas, hein. Moi je fais l'hypothèse que depuis une décennie environ, les élus locaux font, alors les politiques en général, hein, mais les élus en particulier, font profil bas, c'est-à-dire avancent vraiment avec beaucoup de prudence, n'osent plus trop rien dire, enfin voilà, font très très attention à caresser le public dans le sens du poil. Et bon. Alors il y a trois choses que je voudrais dire sous cette rubrique-là. Je regarde l'heure. Je ne sais pas faire marcher mon téléphone.
Trois petites choses rapides. Alors, d'abord, des stratégies vraiment exacerbées de dépolitisation. Alors, je sais bien que la grande majorité d'entre vous, des maires ruraux, de maires de petites communes, qui s'inscrivent dans une tradition de vie politique non partisane, sans étiquette, etc. Encore que, en fait, dès qu'on arrive sur des communes de quelques milliers d'habitants, tout de suite, la question quand même explicite ou implicite des positionnements partisans se pose. Bon, alors, effectivement, alors là, il y a vraiment un corpus de travaux très intéressants sur les dernières municipales, hein, qui montraient très bien montré comment, dans les grandes villes y compris, hein, les étiquettes partisanes sont devenues très honteuses, très discrètes. Il fallait vraiment aller les chercher pour voir. Bon, voilà. On ne mettait pas sur les listes des militants, ou plus exactement, on mettait sur les listes des gens, listes citoyennes, etc., hein, qui étaient présentés comme vierges de toute expérience politique, de tout mandat, etc. Être un sortant n'était pas une ressource dans ce contexte-là. Hein. Plus vous étiez extérieur au monde politique, au monde municipal, je dirais, mieux c'était. Voilà. Donc on était vraiment à front renversé. On est en principe dans un monde où, a priori, le fait d'avoir une expérience, le fait d'avoir déjà été élu, le fait d'appartenir à un parti politique, le fait de... Voilà, tout cela devrait être des ressources dans le monde politique. Eh bien, on a vu que les municipales se sont souvent jouées à front renversé. Hein, et... quand des collègues, des journalistes ont un petit peu creusé les choses, hein, on s'est rendu compte que derrière, souvent, des présentations de soi du type nous sommes la société civile, nous venons des associations. Bon, en fait, il y avait parfois d'anciens élus, il y avait parfois des militants, et qu'en fait, les partis politiques pouvaient être très présents, mais sous forme de réseaux un peu honteux. Voilà, un peu honteux. Hein. Il y a 30 ans, des gens se prévalaient d'une expérience qu'ils n'avaient pas. Aujourd'hui, ils se prévalent d'une virginité qu'en réalité, ils n'ont pas, parce que souvent, ils ont beaucoup plus d'expérience qu'ils ne le disent. Donc, c'est un peu à front renversé. Par exemple, des témoignages de militants qui disent enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Enfin, on fait de la politique depuis 30 ans, et on est obligé de se cacher, alors qu'arrivent là des gens qui viennent pour une réunion parce qu'on va former une liste citoyenne, et ces gens-là, tout de suite, commencent par dire qu'ils n'ont aucune expérience politique, et immédiatement, ils sont mis sur le devant de la scène. Hein. Donc voilà, c'est à front renversé. Bon, brouillage des clivages droite-gauche, je n'y insiste pas. Bon, c'est quand même... alors ça, encore une fois, ça vous marque plus ou moins selon l'espace depuis lequel vous parlez, mais là, il y a quand même un problème autour de l'héritage du macronisme, hein, qui a entendu développer une conception un peu pragmatique, technocratique, etc., de l'action publique, avec une prétention à dépasser le clivage droite-gauche, qui n'a pas disparu évidemment, mais qui du coup a cessé d'être l'outil par lequel, en principe, quand même, se structure l'offre politique. Bon, alors deuxième stratégie, stratégie de démocratisation, c'est-à-dire d'hyper-démocratisation, c'est-à-dire le fait de dire pour un élu, écoutez, c'est plus moi qui décide, hein, voilà, je vous écoute, je vous consulte, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui savez, etc. Alors vous êtes tous confrontés à ce qu'on appelle la démocratie participative, hein, depuis maintenant 2 décennies au moins. Bon, c'est incontestablement un progrès, hein, je me rappelle être intervenu sur cette question dans des colloques il y a 20-30 ans, et alors là vraiment il y avait des élus qui sortaient de la salle, hein, des parlementaires qui ne supportaient pas ça, enfin, etc. Donc aujourd'hui, fort heureusement, les jeunes générations, tout le monde s'y est converti, et c'est très bien ainsi. Alors moi ça me fait un peu problème, commence à y avoir des textes un peu critiques, hein, sur la démocratie participative et sur je dirais pas sur ses excès, mais disons sur les problèmes que ça pose, y compris d'un point de vue de théorie politique. Je veux dire par là que de plus en plus, les politiques vont chercher les citoyens, alors pour susciter leur engagement, mais vont les chercher en les interpellant comme habitants.
Et j'ai un problème avec la catégorie des habitants. Alors j'entends bien qu'évidemment, pour que les gens sortent de leur domicile et viennent à une réunion publique, il faut commencer par leur dire des choses qui les touchent, des choses qui les intéressent de près et qui donc font écho à leur vie quotidienne. Bon, le problème, c'est qu'on ne crée pas un espace public délibératif avec ça, c'est-à-dire des habitants posés les uns à côté des autres, c'est rien d'autre qu'une confrontation d'intérêts, ce que Habermas appelle une négociation. Voilà, une négociation, vous achetez, je vends, voilà, on négocie un prix, chacun a des intérêts, il campe sur ses intérêts. Bon, l'espace public, c'est pas un espace de négociation, c'est un espace de discussion. Une discussion, ça veut dire que c'est pas entre habitants, c'est entre citoyens. Ça veut dire que je commence à m'arracher à moi-même, je commence à parler de l'intérêt de la commune. Par exemple, je m'intéresse au dossier je sais pas, des VSS alors que je suis un homme, je m'intéresse au dossier de l'aide aux personnes en situation de handicap alors que personne autour de moi, etc. Mais, ou à la question du foot alors que j'en fais pas, ou des enfants s'y rendaient pas, etc. Mais voilà, c'est l'idée que je m'arrache à ma condition sociologique d'habitant pour aller vers une figure un peu abstraite, celle qui est dans le contrat social de Rousseau, c'est-à-dire quelqu'un qui, voile d'ignorance, finirait presque par oublier. Voilà, lui il parle parce qu'il parle du point de vue de l'intérêt général, le fameux modèle du voile d'ignorance. Imaginez que nous parlions de la taxe Zuckman ou du système fiscal idéal sans savoir combien nous-mêmes nous gagnons. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une société idéale? Alors évidemment, c'est impossible, parce qu'au repas de famille, quand on parle de la taxe Zuckman, ou quand on parle du système fiscal en général, c'est tous combien on gagne. Donc évidemment, on n'arrive pas à être des citoyens, on n'arrive pas à être des anges, comme dit Rousseau, parce qu'on est enfermé dans notre intérêt particulier. Mais il faut essayer quand même. Bon. Alors je trouve que souvent les élus locaux interpellent. Alors l'idée c'est d'interpeller les habitants pour les intéresser dans tous les sens du terme, et puis ensuite essayer de les transformer en citoyens, d'encourager une posture citoyenne, ce qui a par exemple été assez bien fait dans les conseils de quartier. L'expérience est le bilan est assez positif de ce point de vue-là. Au début j'y vais parce que, puis finalement à force d'écouter les autres, je bouge, je change d'avis, j'entends des points de vue, etc. Ou dans les jeunes citoyens, il y a beaucoup d'expériences de ce type. Tout le contraire du référendum, donc, tout le contraire de la consultation sauvage, brutale, pour, contre, etc. Vous voyez par exemple, je vais critiquer la campagne de la ville de Rennes sur la fabrique citoyenne. Ils ont un slogan, je leur avais dit, mais on est peu de choses. Le slogan, c'est je vote pour des projets qui me ressemblent. Et je leur avais dit, c'est pas bien ce slogan-là. Il est toujours, justement parce que la démocratie, c'est de voter pour des projets qui ne me ressemblent pas. Voilà. Bon, et en même temps, je comprends bien pour des raisons d'efficacité qu'on met en avant, mais il me semble que là, il y a un peu de. En tout cas, il y a une interrogation à avoir. Oui, vous avez raison, mais bon. Alors, le troisième point, peut-être, la troisième stratégie que je vois du côté des élus aujourd'hui pour répondre à ce climat un peu de populisme d'ambiance, après la dépolitisation et l'hyperdémocratisation, ce qu'on pourrait appeler l'hyperlocalisme, c'est-à-dire le fait de se replier sur le terrain, sur le territoire, sur le terroir, de faire toujours plus. Avec Rémi Lefebvre, on avait fait il y a 20 ans un bouquin sur la proximité en politique, pour montrer comment les élus locaux jouaient et abusaient vraiment de ces catégories du proche, du réel, du concret, de la vie quotidienne, enfin autant de choses qui sont d'un certain point de vue assez problématique quand même pour la démocratie représentative, je trouve, mais bon, c'est de bonne guerre. Donc plus que jamais, les élus locaux jouent, alors c'est drôle de dire les élus locaux, je devrais dire en vous, vous jouez la carte de l'appartenance au territoire, des racines, de l'ancrage, de l'incarnation autant que de la représentation, bon, avec, on a encore trace de discours, on n'en est plus à « je suis né sur la commune », mais parfois ça fait pas de mal. Bon, si c'est vous qui le dites, très bien.
Bon, et ça, je dirais, c'est très bien ainsi. Par contre, ce qui effectivement, ce qui peut être mis en question, c'est quand même des dénonciations qui sont parfois un peu faciles, des autorités lointaines, des bureaux parisiens. Alors oui, la paperasse, c'est une vraie thématique. Le fait de passer plus d'heures sur son écran d'ordinateur au contact avec les citoyens, il y a des vraies transformations de fond du rôle qui oblige à être un vrai manager territorial pour chercher de l'argent, pour monter des dossiers, répondre à des appels à projets, plutôt que de faire le métier politique dans son sens originel et noble. Bon, et en même temps, on sait tous que c'est quand même un peu facile de dénoncer le pouvoir d'État. Et par exemple, à cette rubrique-là, il y a quand même une chose qui peut être mise en question, c'est la façon dont les petites communes, et souvent périphériques, dénoncent jusqu'aux structures intercommunales. On est toujours le proche de quelqu'un, quoi. Et c'est vrai que il y a un petit peu de travail là-dessus. La façon dont dans les élections municipales, dans les petites communes, on parle des structures intercommunales, très franchement, c'est aussi scier la branche sur laquelle on s'assoit. C'est-à-dire, oui, il y a des effets de bureaucratie dans les intercos, oui, il y a des effets de distance, oui, on y est moins à l'aise que dans son conseil municipal, puisqu'on doit composer avec d'autres, mais en même temps, dénoncer une autorité extérieure, vous voyez, faut faire attention aussi, parce qu'il y a une espèce de patriotisme de clocher qui est quand même très, très casse-gueule à moyen terme, me semble-t-il. Alors, je ne sais, mes propos suscitent des réactions, donc je ne sais pas si je dois y voir une validation, une indignation ou une incitation à le taire, mais je vais quand même à peu près terminer autour de la nécessité, je dirais, de défendre ce que j'appelais tout à l'heure l'ordre institutionnel dans une société où il est vraiment très, très menacé. Je vais le dire d'une autre façon, et peut-être de façon plus personnelle. Quand j'ai commencé à enseigner la sociologie politique il y a 30 ans, et à écrire sur les politiques, il était très clair que mon rôle était un rôle critique. C'est-à-dire que je devais, par exemple, dénoncer toutes les illusions constitutives de la démocratie représentative, c'est-à-dire je devais montrer que les élus ne représentaient pas les citoyens mal, qu'il y avait des biais de représentation, que par exemple, et c'est toujours d'actualité, les femmes étaient sous-représentées, que les jeunes étaient sous-représentés, que les personnes racisées étaient sous-représentées, etc. Donc, attaquer frontalement la démocratie représentative en disant « elle ne remplit pas ses promesses ». Bon. Et quelques décennies plus tard, alors même que ces problèmes se posent toujours, et parfois même avec peut-être une acuité toute particulière, il me semble que mon rôle est aussi de plus en plus de faire attention, voilà, et en particulier quand je m'adresse à des jeunes, de faire attention en leur disant aussi que la démocratie que l'ordre institutionnel d'une façon générale, tel qu'il est construit par la démocratie représentative, est quelque chose de fragile. Et que voilà, il plaidait pour une citoyenneté exigeante, pour une territorialité à la fois parfaitement compatible avec l'attachement au territoire qu'on peut tous avoir. Moi, je suis très vexé parce que le maire de ma commune n'est pas là ce matin, mais d'éminents représentants de cette commune sont là quand même. Donc, je suis parrainé, je le dis tout de suite. Donc, je suis content. Bon, voilà, comment on peut jouer des identités gigognes et ne pas jouer un territoire contre un autre. Voilà. C'est peut-être ça. Je m'arrête là en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup.